exceptionnel Eurogame sur le thème des élections européennes. Alors, Eurogame, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simple, Eurogame, c'est un jeu pour nous faire découvrir les institutions européennes et les comprendre un peu mieux. Alors, pas de panique, nous serons accompagnés tout au long de la soirée de deux valeureux experts qui ont bien voulu se joindre à nous. Je vais vous les présenter tout de suite. Il y a monsieur Pierre Orsatelli. Bonsoir, monsieur Orsatelli. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Pierre Orsatelli, j'ai travaillé dans les institutions communautaires et j'ai rédigé quelques ouvrages sur l'accès au financement européen. Je suis, comme je disais à mon voisin de gauche, un vieil européen. Très bien, je vous remercie, monsieur Orsatelli. Et donc, votre voisin de gauche, monsieur Michael Stang. Bonsoir, monsieur Stang. Bonsoir, donc Michael Stang, je suis d'origine allemande. Et je travaille actuellement à la Maison de l'Europe de Nîmes en tant que coordinateur des actions européennes. Et la Maison de l'Europe de Nîmes est également centre d'information Europe Direct, donc relais officiel de la Commission européenne sur le terrain. Très bien, je vous remercie. Voilà, nous allons donc passer la soirée en leur compagnie. Alors, avant de lancer dans le grand bain nos candidats impatients, nous allons lancer une petite vidéo, un petit micro-trottoir. Réalisé par Ken TV, qui est descendu dans la rue demander aux gens ce qu'ils pensaient de l'Europe et des élections européennes. Oui. Parfois oui, parfois non. Yes, I do. Really? Oui, bien sûr. Non. Non, je suis pas un citoyen européen, je suis un marin. Je viens ici une fois par semaine. Ouais. Moi oui. Ouais. Oui. Donc ce sont citoyens européens. Tout à fait. Vraiment, je me sens citoyen européen. Oui, tout à fait. Parce que j'ai voté pour l'Europe avant, j'espère qu'elle va s'améliorer, c'est tout. Oui, parce que moi je me sens concernée et du coup je serai la première à aller voter pour les élections européennes. Oh, je me sens un citoyen français comme beaucoup. D'ailleurs, ça serait mentir que de me sentir européen en premier. Mais il faudrait que je puisse me sentir européen. Because now I stay here at Marseille and I'm German, so I have the choice to travel everywhere I want to go. And that's a really European feeling, I think. Parce que l'Europe, de toute façon, elle a été ouverte à tout le monde, hein, malgré certains inconvénients aussi au niveau de l'Europe. Parce que je vis en France, je suis citoyen français. Et je me sens totalement citoyenne européenne à 100%. Et je pense qu'on devrait même d'abord être citoyen européen avant d'être citoyen français, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus. Vas-y. Ouais, c'est vrai que moi, au contraire, je pense qu'il y a des petites défaillances en fait à ce niveau-là. Rien qu'au niveau de l'éducation, on fait un programme d'échange Erasmus, par exemple, à l'Europe. On voit qu'il y a différentes manières de procéder d'un pays. Par exemple, on veut travailler en tant qu'étudiant, c'est des droits, des contrats très différents selon les pays. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une certaine plus d'uniformisation pour nous aider à aller plus vers une union. Déjà je me sens pas trop citoyen européen par rapport aux élections, donc on n'est pas trop informé par rapport au vote, donc je connais pas vraiment les gens qui se présentent. Je sais pas vraiment ce qu'ils veulent. Est-ce que toi tu te sens citoyen européen? Ouais, plus ou moins. Je sais pas, on a l'euro. On a l'euro et après, je sais pas, on peut voyager partout et tout avec notre carte d'identité. On n'a pas besoin du passeport. Parce que je pense qu'il y a une Europe effectivement sur la carte, mais je sens pas l'ouverture des nations à l'Europe. Oui, j'irai voter, oui. Mostly yes. Moyennement, non, pas trop. Pas trop. Pas trop. Pas trop, non. Moi je vais aller voter parce que voilà, pareil, c'est par respect je vais aller voter. Après honnêtement, est-ce que je me sens hyper concerné? Non, pas plus que ça. Oui, parce que j'ai envie de savoir ce qui va être l'avenir, ce qui va devenir de l'avenir. Et non, parce que je crois plus en ce qui dirige la France, puis l'Europe. Oui, on en a entendu parler, mais après on n'y participe pas forcément, quoi. On sait pas exactement. On va dire que moi j'en ai entendu parler depuis que je suis à la Maison de l'Europe, mais sinon honnêtement c'est un petit peu flou pour moi, c'est un peu flou tout ça. On sait pas dans notre département et dans notre région alors qui correspond à quel parti et quel parti revendique quoi en fait. C'est ça le problème, c'est que quand c'est au niveau local et national on est super bien informé,
Mais dès que c'est un niveau au-dessus, c'est un peu plus flou. Tout à fait. Je trouve que c'est très important d'avoir une influence sur la politique et sur la situation dont on vit tous. Vraiment, oui. Oui. Mais je ne sais pas vraiment quel politicien nous aide vraiment à progresser dans l'idée d'Europe. Les élections européennes, comme toutes les élections, il faudrait se sentir concerné par les élections, surtout, d'abord. Donc aller voter, c'est la première chose. Et l'Europe, il faudrait réussir à se trouver plus européen que français. C'est assez difficile, c'est vrai, parce que, de nouveau, on revient toujours vers nos premières valeurs et on a toujours tendance de regarder l'Europe un petit peu en défense, en se demandant si on ne va pas perdre un petit peu de son intégrité. Voilà. Je pense qu'il y a un gros manque de communication sur élections européennes, les élections parlementaires, à quoi sert un député, pourquoi il faut aller voter et quel est l'impact. Sur le social, si possible. J'aimerais que tous les Européens puissent visiter l'Europe, donc du pouvoir d'achat pour tout le monde, voilà. Que les gens soient heureux, je crois que c'est ce que tout le monde a envie, quoi. Hein. Pourquoi moi y aller visiter l'Europe et que d'autres ne sachent même pas ce que c'est l'Allemagne ou voilà. My first concern would be to bring the European idea and thinking to everyone, also from the little children to the adults. Surtout en priorité, la sécurité. L'emploi, l'ouverture des frontières, donc pas seulement en Europe, mais aussi du côté international. Mais bon, je comprends aussi que c'est vraiment très très difficile, mais en premier, l'emploi et les jeunes. La jeunesse, surtout. Je pense que là-dessus, on est d'accord toutes les deux. Vraiment, tout ce qui est aménagement du territoire, ça c'est essentiel. Libre circulation, faire plus d'informations. Peut-être un député qui s'engage plus, qui essaye de... La communication, je crois que le gros problème dans l'Union européenne, c'est la communication, l'information. Une économie stable et une plateforme sociale égale pour tout le monde qui vit en Europe. Que les femmes aient plus de droits, qu'elles soient l'égale des hommes. D'aller vers les États unis d'Europe et de me séparer un peu plus des États-Unis. D'accord. C'est-à-dire de devenir plus fort et plus indépendant. Paix. Monnaie. Paix. Peace. Réunis. L'union. Maastricht. Politique. Patrimoine commun. Solidaire. Traveling everywhere. Espoir. Regroupement. Circulation. Ouverture. L'unité culturelle. L'unité sociale. Différences culturelles. Une base mutuelle, historiquement. Et de retour sur le plateau, donc vous, qu'en pensez-vous? Vous sentez-vous concerné? N'hésitez pas à réagir en commentant cette vidéo. Alors maintenant, comme dirait Julien, place au jeu avec nos candidats. Nous avons tout d'abord à ma droite Kautar. Kautar, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans, je suis étudiante, je suis en bac, première année. Très bien. Voilà. Bonne chance Kautar. Merci. À votre droite, il y a Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter également? Alors j'ai 52 ans, je suis d'Avignon. Très bien. Voilà, Eh ben, ça sera très rien bien. à dire. On passe à Nina qui se trouve à votre droite. Bonsoir Nina. Bonsoir. Alors quel âge avez-vous? Que faites-vous dans la vie? Alors bonsoir, je m'appelle Nina Laki, je suis en bac aide à la personne en première année. J'habite à Jean-Querette, c'est à côté d'Avignon, et j'ai 18 ans. Très bien. Et enfin, nous avons Nathan. Bonsoir Nathan. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Nathan, j'ai 23 ans et je suis étudiant à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse en 3e année de licence. Voilà. Très bien. Bon, il va falloir être un peu plus sûr sur vos réponses que sur votre âge. Et donc, pour lancer le premier jeu, le vrai du faux, un petit jingle.
Alors, pour ce premier jeu, le vrai du faux, tour à tour, nos candidats vont donc répondre à une série d'affirmations par vrai ou faux. Et celui ou celle qui aura le moins de bonnes réponses nous quittera prématurément, malheureusement. Et nous commençons donc tout de suite avec Kautar. Alors, est-ce que vous êtes prête, Kautar? J'ai pas trop le choix. Non, effectivement, pas trop le choix. Alors, top, c'est parti. Le Parlement européen siège à Bruxelles. Est-ce vrai ou faux? C'est faux, il siège à Strasbourg. C'est lui là-bas, il m'a donné la. Le Chianti est-il un vin italien? Le quoi? Le Chianti est un vin italien. Peut-être, oui. C'est une bonne réponse, première bonne réponse. Le Parlement européen sera composé de 751 députés après les élections. Oui. Très bien, deuxième bonne réponse. La fête nationale belge est célébrée le 21 juillet. Faux. Et non, c'était vrai, malheureusement. Ah, Non, c'est pas fini. L'UE compte 27, l'Union européenne donc compte 27 États membres. Et donc? Est-ce vrai ou faux? Ben vrai. C'est faux. Faux. C'est faux, bien sûr, elle est au compte 28. L'Union européenne compte parmi ses États membres 5 monarchies. C'est vrai? C'est faux. C'est faux. Il Bon, y en a c'est que 7. des faux, c'est bon, je suis fausse. C'est pas grave, on fera le décompte des points à la fin. Ok. C'est pas sûr que les autres candidats fassent mieux que vous. Donc. Ensuite, l'âge minimum pour voter en Autriche est de 16 ans. Faux. Eh non, c'est vrai. Ah, mais. Ah, voilà. Putain, c'est moi en Autriche, ouais. Le mur de Berlin est tombé en 1987. Allez, c'est faux. C'est faux. En quelle année est-il tombé alors? 89. 89, allez. La France est le pays ayant le plus de députés européens. Faux. Faux. C'est l'Allemagne. Mozart est un compositeur allemand. Vrai, faux. Tu vois? Je sens qu'on regarde les réponses dans le public là. C'est faux, il est autrichien. Les chefs d'État ou de gouvernement des États membres se réunissent au sein du Conseil de l'Union européenne. Vrai? Eh non, c'est faux, c'est au sein du Conseil européen. Ah, c'était pas facile celle-là. Le Parlement européen est la seule institution directement élue par les citoyens. Tu peux répéter? Oui, je peux répéter bien sûr. Le Parlement européen est la seule institution de l'Union européenne élue directement par les citoyens. Vrai? C'est vrai. 10 pays ont adhéré à l'Union européenne en 2004. D'un coup. Vrai? C'est vrai. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur en 2007. Faux. C'est faux. Il a été signé en 2007, mais il est entré en vigueur en 2009. Bien joué. On trouve un poulpe sur la pièce portugaise de 1 euro. Un portugais, je suis pas portugaise, moi. Mais vrai, faux? Vrai. Ah, ou faux alors? Vrai. Vrai, c'est faux. Le Parlement européen est le plus grand parlement multinational au monde. Vrai? C'est vrai. Et une dernière question, le Parlement européen a le pouvoir de rejeter le budget annuel de l'Union européenne. Vrai? C'est vrai. Bravo, ce qui nous fait donc un total. Nous verrons les totaux à la fin. Nous verrons, en laissant un peu de suspense, nous verrons les totaux à la fin. Elle mérite quelques applaudissements quand même, c'est pas facile. Alors, nous passons à Dominique. Dominique, est-ce que vous êtes prêt? Allez. Je vous sens un peu tremblant là, un peu. Du tout, Ouh là du là, tout, du tout. attention. Non, non. Hein, ça... On est parti? Allez. On est parti. La France sera représentée par 74 députés européens au Parlement. Ouais. C'est vrai. Aux Pays-Bas, il y a 2 fois plus de vélos que de voitures. Ouais. C'est vrai. Les citoyens anglais voteront le vendredi 23 juin. Vrai. Non, c'est faux. Ils voteront le 22 mai. L'italien est la plus vieille langue européenne. Faux. C'est faux. C'est le grec. Bien joué. Petite aide de Nathan sur le... La France est découpée en 7 circonscriptions électorales pour les élections européennes. Vrai. C'est faux, c'est 8. On n'était pas loin. L'Union européenne compte environ 500 millions d'habitants. Environ. Faux. Ah, c'était vrai. La devise de l'Union européenne est « Unis dans la diversité ». Ouais. Vrai. La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne. Vrai. Vrai, ouais, très bien.
On voit que vous avez révisé, Dominique. Hein. C'est bien. L'euro a été mis en circulation en 2000. Ça compte pas comme une bonne réponse. L'euro a été mis en circulation en 2000. Ouais. C'est faux, en 2002. Il y a 22 langues officielles dans l'Union européenne. Vrai. C'est faux, il y en a 24. La part de budget pour chaque citoyen de l'Union européenne est de 150 € en moyenne. Faux. C'est faux, bien joué, c'est de 240-250 € en moyenne. Largement plus. La capitale de Chypre, Nicosie. Vrai. C'est, on va dire, une demi-bonne réponse. Faut me laisser finir, Dominique, hein, sinon ça va pas aller. La capitale de Chypre, donc Nicosie, est coupée en deux par une ligne de démarcation. Vrai. C'est vrai. Les élections européennes suivantes, donc pas celles qui viennent fin mai, mais les suivantes, auront lieu en 2020. Vrai. Non, faut en 2019. La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. Vrai. C'est vrai. L'Union européenne a été créée en 1993. L'Union européenne. Hein. L'Union européenne. Pas la communauté économique européenne. Vrai. Vrai. Bien joué. Jean-Sébastien Bach a composé l'Aude à la joie, qui est l'hymne de l'Union européenne. Faux. Faux, c'est Beethoven. Bien vu. Le Parlement européen compte 3 vice-présidents. Vice-président. Je dirais vrai. Faux, il y en a 14. 14 vice-présidents. 3 présidents. Et l'anglais est la langue maternelle la plus parlée dans l'Union européenne. Je dirais faux. Faux. C'est, vous diriez... La langue. C'est l'allemand. C'est l'allemand. Eh bien très bien, ça nous fait un bon total de bonnes réponses que nous connaîtrons à la fin du jeu. Une petite phase d'applaudissements. On peut l'applaudir. Nous allons passer à Nina. Ouh là là, Nina, je vous sens fébrile, je vous sens fébrile. Reprenez confiance, ce n'est pas si compliqué. Alors, nous sommes partis, vous êtes prêtes? C'est bon. C'est parti. Il y a 12 groupes politiques au Parlement européen. Vrai? Faux, il y en a 7. La Grèce est bordée par 2 mers différentes. Faux. Faux, il y en a 3. Mer Méditerranée, la mer Ionienne et la mer Égée. Le traité de Lisbonne a valeur de constitution européenne. Vrai. Vrai. La Lusitanie est l'ancien nom du Portugal. Faux. C'est vrai. Dans la Dans la circonscription française sud-est, celle qui nous concerne, 10 députés seront élus. Vrai. C'est faux. 13. La CEE a été créée par 6 pays fondateurs. Donc la Communauté économique européenne a été créée par 6 fondateurs. Vrai. 6 pays fondateurs. C'est vrai. Erno Rubik, l'inventeur du Rubik's Cube, est suédois. Vrai. C'est faux. Il est hongrois. La durée du mandat d'un député européen est de 4 ans. Non, c'est faux. C'est faux, bien joué, c'est 5 ans. On trouve un hibou sur la pièce de 1 euro grec. Faux. C'est vrai. Les citoyens des États de l'Union européenne peuvent voter et être élus dans l'État dans lequel ils résident, même s'ils n'en sont pas citoyens. Non, c'est faux. Eh non, c'était vrai. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on peut habiter en Italie, par exemple, en tant que Français, je peux habiter en Italie et voter et être élu en Italie, dans une circonscription italienne, par exemple. La langue officielle de l'Autriche est l'allemand. Faux. Et c'était vrai. La zone euro est composée de 20 pays. Non, faux. Faux. 18. La France est le premier pays européen à avoir institué la sécurité sociale. Bonne question. Vrai. Et non, c'est l'Allemagne. Faux. Le premier vote au suffrage universel direct pour des eurodéputés a eu lieu en 1989.
Non, c'est faux. C'est faux. 10 ans plus tôt, 1979. La moussaka est une danse folklorique grecque. Non, faux. Faux. La moussaka, c'est... C'est pas un truc qu'on mange? Si, c'est un plat grec. C'est un plat grec. Les élections du 25 mai seront les 7e élections européennes. Vrai? Et non, c'est faux, les 8e. Voilà, pas loin. La zone euro a été mise en place par le traité de Maastricht en 92. C'est vrai. C'est vrai. Le maximum de députés par État membre est de 96 au Parlement européen. Vrai? C'est vrai également. Bravo, on peut applaudir Nina. Merci. Bravo. Et notre dernier candidat, Nathan, qui je sens impatient là, il attend qu'une chose, c'est d'en découdre. Vous êtes prêt, Nathan? Je suis toujours prêt. Très bien. C'est parti, Nathan. Alors, lors des élections européennes de 2014, 12 États membres vont perdre un siège. Faux. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Le Danemark est le pays européen où l'altitude moyenne est la plus basse en Europe. C'est faux. C'est faux. Ce sont... C'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas. D'où leur nom. Très bien. C'est exact. Les conditions de participation aux élections européennes sont les mêmes dans tous les pays. C'est-à-dire Alors, je répète la question. Oui. Les conditions de participation aux élections européennes sont les mêmes dans tous les pays. C'est vrai. Dans tous les... Non, c'est faux. Elles sont fixées par la législation nationale de chaque pays. Donc les conditions ne sont pas les mêmes en France et en Angleterre, par exemple. Mozart est un compositeur allemand. Mais t'as déjà posé cette question, non? C'est non, c'est faux. C'est vrai, j'ai déjà. Ah merde. C'est faux. C'est faux. Oui. C'est vrai que c'est faux. C'est je t'ai embrouillé là. Non, c'est faux. Vous aviez raison. La nomination du président de la Commission européenne est liée au résultat des élections du Parlement européen. Vous pouvez répéter la question? Oui, tout à fait. La nomination du président de la Commission européenne est liée au résultat des élections du Parlement européen. J'en ai aucune idée. C'est vrai? C'est vrai. Ça sera vrai à partir de ces élections. Dire que Freemouth est le premier Belge à avoir voyagé dans l'espace. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Voilà, c'est pas drôle du tout. Dire que Freemouth est le premier Belge à avoir voyagé dans l'espace. C'est une réalité. Le président du Parlement européen est élu pour 2 ans et demi. C'est vrai? Non. Non, si, c'est vrai, excusez-moi. Bien sûr que il faudrait savoir, quand même, monsieur. Le Colisée, à Rome, fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde. C'est vrai. C'est vrai. Le Parlement a un rôle de surveillance de la Commission européenne. C'est vrai. C'est vrai. L'UNESCO est une des institutions de l'Union européenne. Non. Si. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. Au Parlement européen, les députés se regroupent par nationalité. Oui. Et non, ils se regroupent par sensibilité politique. Donc, par parti, en gros, par groupe politique. La journée de l'Europe se tient le 9 août. C'est faux. C'est faux. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. Elle se tient le 9 mai. Très bien, merci à nos experts qui suivent. Le village qui a donné son nom aux accords de Schengen se trouve aux Pays-Bas. Et il me semble bien, oui. Et non, c'est au Luxembourg. Ah. La capitale de la Roumanie est Budapest. Non, c'est faux. C'est faux, c'est Bucarest, merci. Bucarest, voilà. Ça se ressemble un peu quand même. D'où la question piège. Arnold Schwarzenegger est né en Autriche. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Il est né en Autriche. Ouais, ouais. Le nom Europe vient du nom d'une princesse.
Eh ben, il vient de plus. Je crois qu'il vient de plusieurs. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a plusieurs origines, mais entre autres, c'était le nom d'une princesse. Le plus ancien vin du monde est italien. Ouais, c'est vrai, ouais, romain. Ouais. Non, il est Grec. chypriote. L'embouchure du Rhin se trouve en Allemagne. C'est vrai. Et c'est faux. Aux Pays-Bas. Ah là là. Et donc avec cette dernière réponse, on peut applaudir Nathan qui a été valeureux. Alors, nous allons passer au résultat de ce jeu. Et donc nous avons Kautar, on me dit à l'oreillette, combien de bonnes réponses à Kautar ? 10, très bien. 10 bonnes réponses, bravo. Dominique nous a donné 11 bonnes réponses, me dit-on à l'oreillette. Nina, qui s'est bien battue, nous a donné 9 bonnes réponses. Et enfin Nathan, notre valeureux Nathan, avec 10 bonnes réponses. Et donc, c'est donc notre candidat Nina qui malheureusement nous quitte prématurément. Au revoir Nina. Alors, Nina, attendez une seconde, vous ne partez pas les mains vides. Et non, vous repartez avec un magnifique stylo et un calepin aux couleurs de la Commission européenne. Oui, tout ça gracieusement offert par l'Europe. Voilà, je vous remercie Nina. On peut l'applaudir. Alors, nous allons passer sans plus tarder, je vais me tourner vers nos experts. Alors, messieurs les experts, nous avons vu que la question de l'Europe et des institutions européennes n'était pas une question si facile. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer, nous en dire un peu plus sur ces institutions européennes et leur fonctionnement ? Non. Il faut d'abord dire que c'est une construction sui generis. Ça veut dire que c'est une construction qui n'a pas de comparaison possible avec d'autres fonctionnements institutionnels. Donc c'est l'imagination des Européens, c'est l'histoire, le fruit de l'entente au début entre les États fondateurs, de créer cette interdépendance entre les États membres. Elle était très forte à 6, elle est un peu moins forte aujourd'hui, cette interdépendance, mais elle a été la clé de voûte de la construction des institutions et de ce triangle institutionnel qui existe entre le Conseil européen qui a le pouvoir d'impulsion, la Commission qui a le pouvoir d'initiative, le Conseil européen qui partage le pouvoir de décision avec le Parlement européen, qui partage ce pouvoir de décision et a uniquement le dernier mot en matière budgétaire. Donc, il ne faut pas projeter, quand on regarde les institutions communautaires, nos propres institutions, essayer de comparer en disant c'est quoi la Chambre des députés, le Sénat ou la présidence de la République. C'est vraiment de regarder ce fonctionnement qui est un fonctionnement qui est le fruit de l'histoire, de cette volonté d'assurer un fonctionnement où l'interdépendance, le mélange entre un moteur gouvernemental où c'est les chefs d'État qui ont le dernier mot, et puis deux communautaires où c'est la construction communautaire, c'est-à-dire où on fait fi des nationalités, qui a le dernier mot, et c'est la forme d'expression du Parlement européen, où on est non pas sur la base de groupes nationaux, mais sur la base de groupes politiques. Voilà très rapidement raconté. Il y a très peu de choses à ajouter là, c'est très complet. Jacques Delors, le président de la Commission européenne, disait un jour l'Union européenne est un objet non identifié. Ça rejoint... Objet politique non identifié. Ça rejoint exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire c'est à nous les Européens de construire cet espace européen et de construire aussi les institutions européennes. L'Union européenne, dans les années 50, la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui, l'Union européenne des 28. Donc d'où l'importance aussi des citoyens d'aller voter le 25 mai, de participer à ces élections. Ce sont les seules élections universelles directes au niveau européen. Donc c'est important d'aller voter. Et puis je voudrais juste ajouter un petit point sur le 9 mai, parce que vous l'avez évoqué dans ce quiz qui était formidable. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe.
Ce n'est pas 57, ce n'est pas la création d'un espace économique, c'était la création européenne du charbon et de l'acier. C'était Robert Schuman qui a proposé ça. C'était une révolution, c'était une proposition révolutionnaire en 1950. Et la Commission européenne a choisi cette date, le 9 mai, comme symbole, comme journée de l'Europe qui nous unit. Il faut quand même s'imaginer, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le ministre français des Affaires étrangères propose de travailler main dans la main avec les Allemands. C'était révolutionnaire et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la journée de l'Europe. Et c'est faux qu'en 2007, la Commission a fait toute une fête en disant l'Europe a 50 ans. En 2007, l'Europe n'avait pas 50 ans. L'Europe avait 57 ans. Donc le début de l'Europe, c'est vraiment le 9 mai. Je reviens parce que j'ai travaillé pendant 7 ans à la maison de Robert Schuman en Lorraine. C'est un personnage qui m'a marqué, qui m'est cher. Et ça, je voudrais toujours ajouter. Ce qui fait que d'ailleurs, on appelle le 9 mai dans les institutions communautaires la Saint-Schuman. La Saint-Schuman. Alors, j'ai une autre petite question. Comment se faire sentir, comment mobiliser justement les citoyens européens? Quel impact vraiment les Français qui vont aller voter dimanche 25? Quand moi je suis arrivé en tant que Français dans les institutions communautaires, je pensais que tout le monde raisonnait comme nous. Donc, et je me suis aperçu dans la confrontation, dans l'interculturel, qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre dans cette confrontation et dans cette coexistence et dans cette interdépendance. Donc ce qu'il faut comprendre dans la société dans laquelle nous sommes, mondialisée, c'est que justement l'Europe est une chance. Elle est aujourd'hui, on la part de beaucoup de défauts, mais on peut aussi la parler de beaucoup de vertus qui sont cette forme de solidarité qui s'exprime, cette forme d'espace. Mon ancien patron Jacques Delors disait l'Europe, c'est doux à l'intérieur et dur à l'extérieur. C'était un autre de ces mots. Et je pense qu'il faut justement avoir conscience de ça, que c'est un bien commun, c'est quelque chose qui nous appartient. On lui prête des défauts, mais finalement, je pense qu'il faut aussi savoir la connaître. Ça a été bien dit dans le film tout à l'heure, pour savoir l'aimer et pour savoir la défendre. Donc il y a une espèce d'Europe bashing qui est instrumentalisée par les extrêmes aujourd'hui, qui nous rebâchent et qui nous essayent de nous complaire dans une ignorance. Il faut dire aux Le Pen et à leurs affidés, qui ne siègent d'ailleurs que très rarement au Parlement européen, qu'on ne comprend pas pourquoi ils s'y présentent, puisqu'ils sont les champions de l'absentéisme. Très bien. Alors, je vais vous interrompre malheureusement, on retourne au jeu, mais nous reviendrons vers vous pour, après le prochain jeu pour plus d'explications. Je me retourne donc vers nos candidats pour le deuxième jeu, le copie pas sur ton voisin. Et jingle, s'il vous plaît. Et nous revoilà sur le plateau pour le copie-paste sur ton voisin. Alors, les candidats se préparent. Je vais poser donc une question aux candidats qui répondront en notant sur leur tablette tactile, sur les ardoises et avec les crayons. Ça marche aussi, ça marche aussi. Voilà, donc, et qui marqueront des points s'ils ont une bonne réponse. Bien entendu, la difficulté des questions augmentera. Et donc, on verra si nos candidats suivront. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Kautar? Dominique? Oui. Nathan? Je suis prêt. Alors, nous allons lancer le jeu. Hop, le temps que je prenne. Alors, première question. Vous êtes prêts? Alors, Dominique, le nom du jeu, c'est? Copie pas sur ton voisin. Donc, non mais sérieux. on n'a même pas commencé. Allez, on se concentre. Première question. Si vous avez bien suivi le discours de nos experts, ils en ont parlé. Comment sont élus les parlementaires européens? Comment sont élus les parlementaires européens? Ouh là 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 là, c'est studieux là, je sens qu'on a de... Kautar, le nom du jeu. C'est bon? Tout le monde est prêt? Je vais vous demander de présenter vos ardoises à la caméra dans... Tout de suite. Alors, directement, suffrage universel direct. Très bien. Bon, on va accorder la réponse à tout le monde. Ça fait... Bravo, on peut les applaudir. Ils ont tous eu juste.
Deuxième question. Attention, alors, ceux qui tricheront seront éliminés directement. Hein. Attention. La Commission européenne est-elle dotée de pouvoirs législatifs ou exécutifs? La Commission européenne est-elle dotée de pouvoirs législatifs ou exécutifs? Nos candidats se décident et ils... Oula. Fait du bruit l'écran. Hein. On aurait dû opter pour les tablettes tactiles finalement. Vous êtes prêts? Présentez vos réponses à la caméra. Législatif pour Nathan, exécutif pour Dominique et législatif pour Kautar. Et bien malheureusement, tout le monde a à moitié juste, à moitié faux, puisque c'est les deux. La Commission européenne est dotée des deux pouvoirs législatifs et exécutifs. Ah oui, c'était la petite question piège. Alors, celle-là aussi, si vous avez écouté, on a déjà donné la réponse. Je veux le nom en toutes lettres, l'ancien nom de l'Union européenne, en toutes lettres. Pas d'abréviation, pas de sigle. L'ancien nom de l'Union européenne. Nos candidats se concentrent. Laisse-moi le temps. On va laisser un peu de temps pour que nos candidats... C'est bon, tout le monde est prêt? Je vous propose de montrer vos réponses à la caméra. États-Unis d'Europe pour Nathan, Communauté économique européenne pour Dominique et Commission européenne pour Kautar. Et c'est Dominique qui a raison, qui marque un pas. On peut l'applaudir, bravo. Bravo. Attention, là, attention, Dominique qui part en tête, là, qui vient en tête, attention. Quel pays a la présidence du Conseil de l'Union européenne depuis janvier 2014 ? Quel pays a la présidence du Conseil de l'Union européenne depuis janvier 2014 ? Il n'y a pas de piège, c'est un pays européen là. Ah, le bon c'est mieux, si on met le bon c'est mieux. Attention, nos candidats se concentrent, Allez Nathan, il nous faut une réponse, il faut se décider, le chronomètre est terminé. Et je vous propose de montrer vos réponses à la caméra. C'est son nom qui fait dire ça. Luxembourg pour Nathan, Pays-Bas pour Dominique et Allemagne pour Kautar. Eh ben, il n'y a aucune bonne réponse. Je suis désolé. Hélas, il n'y a aucune bonne réponse. C'est peut-être que nos experts peuvent nous donner la réponse. Hélas. Elle est là. Hélas. C'est la Grèce. C'est la Grèce. Donc toujours pas de points marqués. C'est Dominique qui reste en tête. Attention. Nathan et Kautar sont au coude à coude derrière. Prochaine question. Un peu de concentration. Quel traité reconnaît la citoyenneté européenne à toutes les personnes ayant la nationalité d'un État membre de l'Union ? Je répète, quel traité reconnaît la citoyenneté européenne à toute personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union ? Le nom de ce traité. Ah. C'est pas grave s'il y a des fautes. C'est pas grave s'il y a des fautes. On fera moins 0,5 points. Je vous propose de montrer vos réponses. Lisbonne pour Kautar, Maastricht pour Nathan et Dominique. Et Nathan et Dominique ont raison, c'est bien le traité de Maastricht. Bonne réponse, ce qui nous fait 2 points pour Nathan, 3 points pour Dominique, 1 point pour Kautar. Attention à ne pas se faire distancer, Kautar, attention. Question suivante. Quel pays compte le plus de frontières avec des pays membres de l'Union européenne ? Quel pays compte le plus de frontières avec des pays membres de l'Union européenne ? C'est également un pays de l'Union européenne. On compte les frontières, mon homme. Ah, il y en a qui les comptent, les frontières apparemment. Pas qui c'est qui a eu cette idée. Hein. Attention, quel pays de l'Union européenne compte le plus de frontières avec d'autres pays membres de l'Union européenne donc. On doit dire combien il y a de frontières ? Non, il faut donner le nom du pays. Ah. Non, le nombre de frontières. C'est le nombre de frontières différentes. Voilà. Quel pays compte le plus de frontières différentes avec d'autres pays de l'Union européenne ? Attention, c'est bon ? Allez, on se décide. Kautar, il nous faut une réponse. Tentative. Une tentative. Allez, c'est pas difficile. Un des pays...
Bon, j'ai pas le droit d'aider, désolé, j'aimerais bien, là, j'ai envie d'aider, mais je ne peux pas. Allez, hop, on est parti. Montrez donc vos réponses. Alors, le Monténégro pour Nathan, la France pour Kautar et Dominique, et pas de bonne réponse, c'est l'Allemagne, Ah, voilà. Ah. Alors, c'est une bonne question, je me rends compte que j'ai pas noté sur ma fiche le nombre de frontières, donc... Ah, nos experts... Il me semble qu'il y en a 7 autour de l'Allemagne. 7 frontières européennes. Oui. Je pense qu'on peut se fier à nos experts européens, je pense qu'on peut leur faire Il y a confiance. Danemark, Pologne, République tchèque, Autriche, la Suisse, la France, la Suisse. Attendez. Non, la Suisse, non, ça fait pas partie des pays membres, donc la Suisse, non. La Belgique et les Pays-Bas. Et le Luxembourg. Donc ça fait même 8. Ça fait même 8, non? Ouais. Si, j'ai compté la France. 8 Oui. À vérifier quand même, on vérifiera, mais je pense qu'on peut se fier à nos experts européens. Et donc, pas de bonne réponse. Les scores en restent là. Et on enchaîne sur la question suivante. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Quelles sont les 2 régions regroupées dans la circonscription électorale sud-est? Quelles sont les 2 régions regroupées dans la circonscription électorale sud-est? Ce sont les 2 régions françaises regroupées dans la circonscription électorale sud-est. Alors, quand les interruptions dans le jeu pour... et c'est là que vous vous trompez. On va voir. On laisse nos candidats répondre. Vous, chez vous, vous pouvez également participer. Et quand les candidats seront prêts... Alors, quelles sont les 2 régions françaises regroupées dans la circonscription électorale sud-est? 2 régions françaises. Donc il faut mettre le nom de 2 régions françaises, ou les sigles des régions. Ça ira aussi sur votre ardoise. Donc sud-est, un peu d'aide, c'est la circonscription électorale qui nous concerne. Donc nous sommes... Un peu d'aide. C'est bon, tout le monde a sa réponse. Je vous propose de dévoiler à la caméra PACA Rhône-Alpes PACA et Princesse Caou, je sais pas. Eh ben, nous avons donc 2 bonnes réponses, c'est bien PACA et Rhône-Alpes. Et pour les petites voix que nous avons entendues dans la salle, la 3e n'est pas une région, c'est la Corse, qui n'a pas la dénomination de région, mais de collectivité territoriale. Donc voilà. Je chipote. Je fais ce que je veux, c'est moi le présentateur. Prochaine question. Attention, concentration. On ne se laisse pas perturber par les éléments du public. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau européen? Ah, ça, je sais pas s'il est à jour, celui-là. Ah, je sais pas si c'est le bon. Hein. Pas d'aide. Est-ce que c'est la dernière version du drapeau européen? Allez, il nous faut une réponse rapidement. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau européen? Sur le drapeau de l'Union européenne. Allez, Dominique. Attention. Et je vous propose de dévoiler vos réponses à la caméra. 12. Et 12 aussi pour Nathan. C'est bon, tout le monde a la bonne réponse. Tout le monde a la bonne réponse. On peut les applaudir. Si je ne m'abuse, nous en sommes donc à 3 bonnes réponses pour Nathan, 4 bonnes réponses pour Dominique et 2 bonnes réponses. 2 bonnes réponses pour... Ouais. Question suivante, attention. L'avant-dernière question, c'est là que tout se joue. Quel est le dernier pays entré dans l'Union européenne? C'était en 2013. Quel est le dernier pays entré dans l'Union européenne? Attention, nos candidats se concentrent. Ah, c'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe. Attention. Tic tac. Ah, je sens qu'on hésite, que
On n'est pas sûr là. Hein. Attention, attention. Allez, il nous faut une réponse là. Il nous faut une réponse. Attention, attention, attention. Est-ce que tout le monde est bon? Alors, le dernier pays, quel est ce dernier pays qui est rentré dans l'Union européenne? Je vous propose de dévoiler vos réponses. La Croatie. La Croatie. Oh là là, ça sent la copie sur le voisin et j'ai pas eu la première. Non, tu vas arrêter, c'est pas vrai, il a caché en plus. La Croatie. La Croatie pour Dominique. Et la Bosnie-Herzégovine. On ne relèvera pas la blague, Nathan. Alors là, je suis désolé, mais on peut ne compter qu'une seule bonne réponse. La Croatie n'étant pas un pays identifié encore. Mais ça, je vous ai dit que c'est pas écrit. La Croatie, oui, mais entre Croatie et Roatie, il y a quand même une différence de prononciation. Ouais, bah ouais. Et donc, une bonne réponse pour Dominique, qui est le seul à marquer un point sur cette question. Attention, dernière question. Attention, dernière question. Le 25 mai, ce sont les élections européennes, mais aussi... Mon anniversaire. Mais aussi... Donc, quelque chose qui concerne plus l'ensemble de la société française. Donc, le 25 mai, ce sont les élections européennes, mais aussi... Allez, il me faut une tentative de réponse. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. En plus, Hop. Allez, je vous laisse Dominique écrire la réponse. là, c'est moi qui relis. Nous allons découvrir d'ici un petit instant les réponses des participants. Je vous propose de dévoiler vos réponses à la caméra. Hop, la fête des mères, et c'est une bonne réponse qui a été soufflée par le public. Je demanderai au public de se tenir un peu plus calme et de ne pas déranger les jeux, s'il vous plaît, pour le bon déroulement du jeu. Ou alors je fais évacuer la salle. Attention. Et donc voilà, c'était la dernière question de ce jeu, du copie pas sur ton voisin, ou qui porte bien son nom. Et donc, nous en sommes à Kautar. Combien de bonnes réponses? 3 bonnes réponses, me dit-on à l'oreillette. Très bien, 3 bonnes réponses pour Kautar. Dominique, qui a, attention, oreillette magique, 7 bonnes réponses. Bravo, bravo. Kautar aussi, Kautar également. On va négliger. Et Nathan, qui a 5 bonnes réponses. Bravo Nathan. Et donc, nous allons dire au revoir à Kautar. Voilà. Merci de nous avoir accompagnés jusque-là. Alors, oui, je le vois dans vos yeux, vous ne repartez, vous non plus, pas les mains vides. Vous avez également droit au calepin et stylo aux couleurs de l'Europe. Oui, oui, non, ne nous remerciez pas, je vois la lueur dans vos yeux suffit. Et donc, bravo, bravo, on peut l'applaudir pour sa participation, on peut applaudir Kautar. Je me retourne à nouveau vers nos experts, hein, puisqu'ils sont là. Donc, on le sent bien, l'Union européenne, l'Europe devient un enjeu majeur de notre société. Qu'en est-il? Quelles sont la tendance pour le futur? Est-ce que cette place va aller grandissante ou pas? D'abord, je voudrais revenir sur la citoyenneté européenne, parce que c'était justement la question dans cette quiz. C'est vrai que c'était les traités de Maastricht qui ont donné la citoyenneté européenne à tous les habitants d'un pays membre de l'Union européenne. Donc c'est une citoyenneté qui complète notre citoyenneté nationale. Ils sont nullement en concurrence, les deux citoyennetés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tous les citoyens européens, il y en a quand même plus que 500 millions aujourd'hui, ont le droit de la libre circulation, le droit de choisir où ils veulent habiter, prendre la retraite. Ils ont le droit d'éligibilité, le droit de vote pour les municipales et les élections européennes. Ça, c'est très important aussi. Ils ont le droit à la protection consulaire. Si jamais vous êtes à l'étranger, mettons en Chine, il n'y a pas l'ambassade française, vous pouvez vous rendre dans une ambassade d'un autre pays membre de l'Union européenne. Ils sont obligés de vous accueillir, de vous donner, de répondre à vos questions.
Donc tout ça, ça fait partie des droits citoyens. Et ces droits, ils sont communs à tous les citoyens européens. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, pour répondre à la question, je suis né en Allemagne de l'Est. Si j'avais dit un jour, quand j'étais petit, à mes parents, dans 10 ans, il n'y aura plus de frontières, ils auraient dit, mais Michael, tu es taré, c'est pas possible. Moi, je pense dans 30 ans, aucun des États membres de l'Union européenne jouera un rôle important économiquement parlant dans le monde. Aucun. Ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Italie. Donc, pour répondre à la question sur l'avenir, si nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble, l'Union européenne, avec des petits États tels que le Luxembourg, l'Estonie, l'Autriche, Estonie, Lituanie, etc., dans 30 ans, on ne sera plus à table avec les grandes. Donc, c'est important pour nous, les citoyens européens, de se unir. On a une histoire à partager, on a tout un bagage en commun. Et personnellement, je trouve que l'Union européenne, c'est un des plus beaux projets qu'on a eu dans le XXe siècle. Il est loin d'être parfait, et c'est pour ça aussi qu'on doit aller voter. Mais il faut y participer, il faut y aller, parce que c'est notre avenir des jeunes aussi. Et j'aurais une autre question, justement dans ce contexte où l'Europe est appelée à prendre une place de plus en plus importante. Est-ce que ça n'a pas tendance à effrayer justement les citoyens qui s'identifient plus localement peut-être? Est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles on se sent peut-être plus loin de l'Europe? Non, je pense qu'il y a une relation au pouvoir qui est différente dans les différents États membres. C'est sûr qu'un Suédois ou une Maltaise n'ont pas la même relation au pouvoir. Donc c'est simplement une évidence. Mais la question d'effrayer, ce qui effraie, c'est la peur de la déchéance. C'est-à-dire le sentiment que finalement, comme disait un secrétaire d'État américain en parlant de la vieille Europe, c'est-à-dire que on a en tous les cas chez les pays fondateurs le sentiment de finalement d'avoir oublié ce qui était la promesse de l'Europe, c'est-à-dire d'une interdépendance, d'un travail de mise en commun, d'interdépendance, et que finalement ceux qui nous ont rejoints, eux, quand vous regardez l'Eurobaromètre, il y a plus de croyances dans l'avenir, plus de volonté d'aller de l'avant. Donc c'est aussi l'apanage de sociétés vieillissantes, puisque la pyramide des âges de l'Europe, elle est très différente selon les États membres. Donc il faut avoir ces éléments-là en tête. Je ne pense pas qu'il y ait un sentiment unanime de frayeur. Je crois qu'il y a des sentiments assez différents, mais qui sont liés aussi à la relation au pouvoir. Et puis aussi au théâtre extérieur, à la capacité de pouvoir projeter ses forces à l'extérieur. Je pense que du côté des Britanniques et des Français, il n'y a pas de crainte de ce point de vue-là. Dans des États membres qui ont plus de tradition de neutralité, comme l'Autriche, ou une histoire différente comme l'Allemagne, ou en Pologne, il y a une relation à la force qui est aussi à l'armée qui est différente. Très bien. Je vous remercie pour ces éclaircissements et je vais me retourner vers nos candidats pour la finale tant attendue. Alors... Alors nous voilà à l'heure de la finale, tant attendue, nos candidats ne tiennent plus, ils trépignent d'impatience. Et donc pour cette finale, je vais vous demander de vous concentrer extrêmement fort. Nathan, je vois que vous êtes quelque peu déconcentré, dispersé là. Reconcentrez-vous. Je vais donc vous poser chacun votre tour une question. Et vous aurez le choix entre me donner une réponse directement, qui vaudra 5 points, ou demander d'avoir 4 propositions. Dans ce cas, la bonne réponse ne vaudra plus que 3 points. Ou de me demander d'avoir seulement 2 propositions. Dans ce cas, la réponse ne vaudra plus qu'un point. Donc il y a une petite stratégie. Alors je vais réexpliquer, je vois que là mes candidats sont un peu perdus. Je vous demande un instant de concentration. Je vais donc vous poser une question. Dominique,
Vous voulez présenter l'émission? Très bien. Donc je vais vous poser une question, 4 questions chacun, une question à tour de rôle. Vous aurez le choix de me donner une réponse directement, comme ça. Si vous connaissez la réponse de suite, vous me donnez la réponse de suite, et dans ce cas, vous gagnez 5 points, si elle est bonne. Si vous ne savez pas, vous pouvez me demander d'avoir 4 propositions ou 2 propositions. Bien entendu, avec 4 propositions, c'est un peu plus dur, donc la bonne réponse aura valeur de 3 points. Avec 2 propositions, c'est un peu plus facile, donc la bonne réponse ne vaudra plus qu'un point. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, place au jeu. Nous commençons avec Dominique. Dominique, attention. Dans quelle ville a lieu la Love Parade? Dans quelle ville a lieu la Love Parade? Est-ce que vous répondez directement? Souhaitez-vous avoir 2 ou 4 propositions? Dominique, on vous a perdu là, je sens. Non? Alors, dans quelle ville a lieu la Love Parade? Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez demander à avoir 2 ou 4 propositions. Toujours. 4 propositions. 4 propositions. Alors, est-ce que la Love Parade a lieu à Paris, à Londres, à Berlin ou à Liège? Berlin. Berlin, et c'est une bonne réponse. Bravo, on peut applaudir Dominique. Il marque donc 3 points. Nous passons à Nathan. Attention Nathan, micro en main. Attention. Concentré. Dominique a marqué 3 points sur sa réponse. Le temple du Parthénon se trouve sur une célèbre colline d'Athènes. Comment s'appelle cette colline? Est-ce que vous répondez directement ou souhaitez-vous 2 ou 4 propositions? Je l'ai sur le bout de la langue, le truc. C'est le... Alors, le temple du Parthénon se trouve sur une célèbre colline d'Athènes. Comment s'appelle cette colline? Il me semble que vous avez envie de répondre directement. Oui, mais là, j'ai un... Ouais, donnez-moi 2... Non, c'est quoi? Alors, c'est 4 propositions. 4 propositions, très bien. Alors, se trouve-t-elle... Cette colline s'appelle-t-elle l'Acropole, le Pirée, l'Olympe ou l'Agora? L'Acropole, le Pirée, l'Olympe ou l'Agora? C'était pas du tout ce que j'avais en tête. Ah ouais, mais c'est... Heureusement que vous n'avez pas donné de réponse directe. Alors, comment s'appelle la colline d'Athènes sur laquelle se trouve le Parthénon? Il me semble que c'est l'Acropole. C'est votre dernier mot? C'est l'Agora, c'est ça? L'Acropole, le Pirée, l'Olympe ou l'Agora? Oui, l'Acropole, et c'est une bonne réponse. Bravo Nathan. 3 points également. Ouh là 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 là, ça se joue dans un mouchoir de poche. Que j'aime ça. Seconde question pour Dominique. Dominique, quelle île est la plus proche de Malte? Quelle île est la plus proche de Malte? Excusez-moi, quelle île italienne est la plus proche de Malte? La Sicile. Réponse directe, donc. Oui. Sans peur, sans rêve. La Sicile. Et c'est une bonne réponse. Bravo. 5 points. 5 points pour Dominique. Bravo. On repasse à Nathan. Nathan, attention, là, la pression sur les épaules. Dominique qui vient de donner une réponse directe juste avant. Là, ça... Il y a combien de questions en tout? Il y a 4 questions chacun. 4 questions chacun. J'évalue les risques. C'est comme le poker. Nathan, alors, quel est le plus grand port maritime d'Europe? Quel est le plus grand port maritime d'Europe? Amsterdam. Alors, c'est une réponse directe ou alors... Oui. Réponse directe, Amsterdam. Et c'est une mauvaise réponse. Non, c'est Rotterdam. Rotterdam, c'était pas loin, mais c'est une mauvaise réponse. Aïe. C'est la chanson qui m'a perdu. Ah ouais, voilà. Qu'on ne vous demandera pas d'interpréter, ne vous inquiétez pas, Nathan. Je reviens vers Dominique. Dominique, comment s'appelle le président actuel du Parlement européen? Comment s'appelle le président actuel du Parlement européen? Martin Schulz. Martin Schulz, c'est une réponse directe et c'est une bonne réponse. Bravo Dominique. Oh là 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 là. Phénoménal. Quel est le métier de Martin Schulz?
Ah là, quel est le métier de Martin Schulz? Ça sera peut-être dans un prochain jeu. Libraire, Martin Schulz. Merci à Monsieur Arsatelli qui nous éclaire sur la profession de Martin Schulz, qui n'est pas seulement donc président du Parlement européen, mais également libraire. Nathan, attention là, ça devient compliqué là, Nathan. Alors, Nathan, combien d'eurodéputés faut-il pour avoir la majorité au Parlement européen? Combien de députés faut-il pour avoir la majorité au Parlement européen? En cas de réponse directe, nous accordons une erreur de 3 parlementaires. Non, bah est-ce que c'est le nombre de sièges Alors, le nombre d'eurodéputés, quel nombre d'eurodéputés faudra-t-il pour avoir la majorité au Parlement européen? Est-ce que je pourrais avoir 4 réponses? 4 propositions, très bien. 4 propositions. Alors, est-ce 352 eurodéputés? Est-ce 285 eurodéputés? Est-ce 376 eurodéputés? Ou est-ce 411 eurodéputés? 352, 285, 376, 411. 376, 360. Et c'est une bonne réponse, Nathan, bravo. Bravo. Voilà. Donc, ça fait 3 points pour notre ami Nathan. Donc, attention, là, c'est un peu distancé par Dominique. Hein. Dominique qui est en tête, là, qui est confiant. Là. Attention, donc, pour cette dernière question. Êtes-vous prêts pour la dernière question, Dominique? On y va. On y va. Combien d'étudiants européens ont bénéficié du dispositif Erasmus depuis 1978? Alors, c'est en millions. Combien d'étudiants européens ont bénéficié du dispositif Erasmus depuis 1978? La réponse est en millions. Réponse cash. Non, 4. Ah, 4, ok. Donc, 4 propositions. Est-ce 1,5 million? Est-ce 3 millions? Est-ce 5 millions? Ou est-ce 12 millions d'étudiants qui ont bénéficié d'Erasmus, du dispositif Erasmus? Attention, Dominique. Je dirais 12 millions. Donc, vous dites 12 millions et c'est une mauvaise réponse. C'est 3 millions. C'est environ donc 3 millions d'étudiants européens qui ont bénéficié du dispositif Erasmus. Vous ne marquez pas de points sur cette question, sur cette dernière question, mais vous avez déjà marqué 13 points. Donc, attention. Nathan, qui est à 6 points, si je ne m'abuse. Nathan, qui est à 6 points. C'est bon, on me confirme à l'oreillette. Une dernière question qui ne peut plus le sauver. C'est que signifie Je suis en train de faire le calcul quand même. Mais... on peut faire un. Mais pour la beauté double, du jeu, malheureusement, on ne peut pas faire d'exception. Que signifie le sigle S et D qui désigne un groupe politique au Parlement européen? Que signifie le sigle S et D qui désigne un groupe politique au Parlement européen? Est-ce une réponse directe ou est-ce que vous demandez des propositions? Le sigle S et D désignant un groupe politique au Parlement européen, que signifie ce sigle? Système D, Système D, ça aurait pu être ça, malheureusement ce n'est pas ça. C'était social-démocrate, social et démocrate. Voilà. Merci donc. Nous avons notre grand vainqueur, notre citoyen européen. Parfait. Il est là en notre compagnie, c'est Dominique. Bravo Dominique, notre champion, notre citoyen européen parfait, ou presque, qui est en... Et nous remercions également Nathan. Nathan, merci d'avoir participé. C'est une défaite. Mais avec les honneurs. Et... Oui, Nathan, vous aussi, vous y avez le droit, vous aussi. Vous aussi, vous aurez le droit à votre stylo et à votre calepin aux couleurs de l'Europe. Oui, Nathan, ne vous inquiétez pas, je vous vois vous trémousser un peu là. Oui, c'est bon. Et pour être arrivé en finale, vous aurez également une sacoche de l'Union européenne. Attention.
Voilà, donc avant de vous dire au revoir et de féliciter encore et de remettre son prix à Dominique, je vais me tourner une dernière fois vers nos experts. Alors, voilà. Donc avant de clôturer cette soirée, je me tourne une dernière fois vers vous. Et j'aimerais que vous nous disiez, pour vraiment qu'on sente que les gens se sentent concernés par ces élections européennes, quel impact ont les politiques européennes sur la vie quotidienne des Français, enfin des citoyens européens, pas seulement des Français, des Européens en général. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de politiques européennes qui impactent la vie de tous les jours Il y a une multiplicité d'exemples dans des tas de domaines, que ce soit la santé et la protection des consommateurs, avec tout un ensemble de normes qui permettent à partir de la libre circulation des produits et puis que les consommateurs soient protégés. Il y a des normes en matière, toute la jurisprudence française, toutes les lois en matière d'égalité homme-femme, il reste beaucoup de choses à faire, mais sont d'origine européenne. Il y a des éléments en matière de transport. Je pense à l'interconnexion des réseaux transeuropéens qui a permis la circulation d'un certain nombre de trains d'un point. Il y a depuis Avignon un train direct jusqu'à Francfort Hauptbahnhof. Donc il y a tout un ensemble de choses au quotidien. Je voudrais juste en profiter pour glisser un mot et féliciter les participants. La haute connaissance, la grande qualité des questions et bien entendu des réponses. Et donc féliciter l'UDAF 84 pour cette initiative de la très grande qualité. Je passe la parole à mon voisin. Oui, en fait, je voudrais juste rappeler cet outil pédagogique en fait autour des élections européennes. Que faites-vous le dimanche? Et là, on trouve un certain nombre de réponses à la question. Je fais un barbecue avec les amis. L'Union européenne soutient les producteurs locaux et surveille les normes qualitatives des aliments. Je me repose sur mon canapé. Un dimanche, on peut le faire. L'Union européenne assure la paix à ses citoyens depuis 60 ans. Quand j'entends ça, par exemple, la paix, il commence de nouveau de la paix. La paix, 60 ans. Regardons ce qui se passe actuellement devant nos frontières. La paix, c'est jamais une acquis. On n'a jamais gagné la paix. Donc ça aussi, il ne faut jamais oublier. Il y a des conflits entre les pays européens, mais la guerre, on l'a évacuée. La guerre n'existe plus sur le terrain de la communauté européenne. Donc ça, c'est important. Et donc voilà, vous trouvez plusieurs exemples sur cette carte de quelle manière l'Union européenne influence notre quotidien. Il est partout. Et puis il paraît même que 60% des textes qui sont discutés, votés à l'Assemblée nationale, ce sont les directives européennes. Donc en fait, vous avez un choix direct là, le 25 mai. Vous pouvez élire les députés, la couleur politique qui vous convient, et puis ça a un impact direct sur tout ce qui va être discuté aussi dans les parlements nationaux, dans le Bundestag en Allemagne et dans l'Assemblée nationale. Donc c'est pas vrai que l'élection européenne, ça ne sert à rien, c'est loin. Et je sais aussi également qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot, par exemple, sur le programme européen Jeunesse en Action, le programme Erasmus+, maintenant, qui concerne les jeunes? Oui, Erasmus+, en fait, vous savez que dans les médias, le budget européen a été légèrement réduit pour la première fois dans l'histoire. Le budget du programme Erasmus+, qui regroupe désormais toute la formation, donc aussi bien les programmes tels que Leonardo pour la formation professionnelle, tels que Grundtvig, la formation des adultes, tels que Erasmus, la formation des jeunes, tout ça c'est maintenant sous la même parapluie qui s'appelle Erasmus+, et ce programme a été doté de 40% de plus. C'est-à-dire c'est vraiment une priorité de l'Union européenne, la mobilité des jeunes. Ça participe à la citoyenneté européenne, de se sentir européen. Donc c'est vraiment un programme pour les 7 ans à venir qui est très important. Il y a beaucoup plus de possibilités à faire, il y a beaucoup plus de budget aussi. Et personnellement, j'ai participé à Erasmus en 2001, c'est la raison pour laquelle je suis en France maintenant. Donc c'est une réalité, c'est pas loin, on peut le faire et ça apporte beaucoup. Eh bien, je vous remercie. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. On va féliciter une dernière fois notre champion, notre citoyen européen modèle, Dominique.
Dominique qui, en plus des goodies sur l'Europe, stylo, calepin, j'en passe et des meilleurs, gagne également un bon d'achat dans une enseigne dont nous tairons le nom, à hauteur de 70 €. Bravo Dominique, bravo. Eh bien, je vous remercie. Voilà, donc c'est sur ça que nous allons nous quitter, sur la magnifique, l'impressionnante victoire de Dominique et sa connaissance de l'Europe. Et je vous invite tous à aller voter le 25 mai pour les élections européennes. Merci et bonne soirée.